in France, but it's not the time yet. So even though lots of people are working on the issue, including Olivier, who is working on a PhD that will, I hope, if it will be classified or published, but let's hope one day it will be published, because it will probably be very, very interesting, as Olivier is inside the house, so he probably knows much better than anybody the subject. So I don't know if one day it will be published, but let's hope that it is the case. So Olivier is a colonel in the French army. He has served in many infantry, engineering, and artillery units. I must say he has a very prestigious career because he had not only operational commandment, but also in general staff. He was the commander of the 2nd Regiment of Dragons, and he had many positions, including in NATO, and he's a specialist of nuclear, chemical, and biological weapons, and he's still today operating in this field. He had several engagements on the ground, so he knows what combat means. In Kosovo, in Qatar, in Libya, and also he worked for the International Organization of Chemical Weapons, and he's also he's now heading the NRVC bureau at the General Staff of the French Army. And as I said before, he's also working on a PhD. Maybe he will tell us a bit more about that, and he will tell us about a very important period in the perception of chemical weapons in France, because in the interwar periods, at the end of the First War, chemical weapons were considered as the weapon of the future, and chemical weapons were play a bit the role that nuclear weapon plays in the debate after Second World War, during this interwar period. So it's a very fascinating period, and Olivier will tell us about the perception of this chemical threat by the general staff of the French army, if I say it right. Thank you, Olivier. Ladies and gentlemen, so to keep you awake, I will jump into French, because, as you know, everybody is able to understand French if I'm speaking loud enough. Mesdames, Messieurs, chacun selon ses grades, qualités et fonctions. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque pour l'honneur qui m'est fait de m'adresser à vous aujourd'hui sur un sujet un petit peu particulier, qui est en fait un extrait du projet de doctorat que je mène depuis maintenant quelques années, et qui porte sur l'armée française et la guerre chimique de 1918 à 1940. Donc aujourd'hui, je vais vraiment m'intéresser à un sujet très particulier. Il s'agit de la façon dont l'état-major de l'armée, donc la partie armée de terre, a considéré, envisagé, analysé, caractérisé la menace chimique dans l'hypothèse d'un conflit futur. Alors, mes propos s'articuleront autour de 5 points. Alors, tout d'abord, je vais essayer de vous brosser très rapidement le cadre général complexe de cette entre-deux-guerres, qui est marqué à la fois par l'héritage de la Grande Guerre et les conséquences du protocole de Genève. La question du renseignement chimique, de quoi s'agit-il? Comment faire pour caractériser la menace d'un adversaire potentiel? Une petite présentation très synthétique des capacités de l'Allemagne, de l'URSS, de l'Italie et du Japon, telles qu'elles étaient perçues et comprises à l'époque par l'état-major français. Je vous présenterai le choix doctrinal qui a été fait par la France à l'époque, et finalement, je le passerai un petit peu à l'épreuve du feu, je le confronterai aux exemples de la fin des années 30 en matière de guerre chimique, pour voir dans quelle mesure ce choix doctrinal était cohérent ou un petit peu décalé. La Première Guerre mondiale avait favorisé le développement d'armes nouvelles comme le sous-marin, l'aviation, le char d'assaut ou les gaz de combat, qui furent encore améliorés durant l'entre-deux-guerres et devaient, selon l'opinion générale, être utilisés intensivement en cas d'un nouveau conflit.
La période de l'entre-deux-guerres foisonne d'ouvrages techniques sur la guerre des gaz, d'essais doctrinaux ou de mise en garde prophétique. La guerre aérochimique mobilisa les esprits des techniciens, des tacticiens, des diplomates ou des journalistes. La guerre mécanique n'était alors pas la seule expression de la guerre moderne. Marquée par les pertes chimiques et la surprise de l'emploi des gaz de combat lors de la Grande Guerre, la France a choisi, dès la fin du conflit, de favoriser l'interdiction de l'arme chimique. Cette position permit la signature, en 1925, du protocole de Genève, prohibant l'emploi des gaz de combat en cas de conflit. Mais, marqué par la cruelle expérience du premier conflit mondial, l'état-major de l'armée continua à considérer avec attention la perspective d'emploi par un adversaire de l'arme chimique. Il s'agissait avant tout d'éviter une situation de surprise comparable à celle du 22 avril 1915. Conceptuellement, la perception de la menace ennemie repose sur l'aptitude à connaître ses capacités et ses intentions. Pour l'état-major de l'armée, il s'agissait donc avant tout d'un travail de renseignement capable d'irriguer la réflexion militaire et d'orienter la préparation et l'emploi des unités. Alors, ne soyez pas surpris si parfois mon ton n'est pas celui d'un historien, je ne suis pas, mais plutôt celle d'un praticien, puisque ça fait maintenant un quart de siècle que je m'intéresse à la défense chimique, pas seulement théorique, mais aussi effectivement en opération. Concernant le renseignement chimique, alors tout d'abord, je tiens à rappeler que le renseignement militaire en France à cette époque comprenait deux organes. Le deuxième bureau de l'état-major de l'armée, le bureau renseignement, et les services spéciaux, services secrets. Le deuxième bureau assurait le traitement de l'information, essentiellement collectée par les services spéciaux, pour permettre d'éclairer le haut commandement, ses choix stratégiques et les différentes options qui s'offraient à lui. Le deuxième bureau s'intéressa rapidement aux capacités des adversaires éventuels et à toute innovation dans le domaine de la guerre chimique. Ainsi, dès le 13 mars 1922, le ministre de la Guerre a prescrit aux attachés militaires et aux chefs des missions militaires de rechercher activement les renseignements portant sur les capacités de guerre chimique des pays étrangers. Alors très concrètement, comment cela se passait-il ? Eh bien, soit les attachés militaires avaient accès à des renseignements ouverts, à l'occasion d'échanges avec leurs homologues, l'acquisition de documents officiels, de brochures d'industriels, ou alors, par l'intermédiaire des services spéciaux, à l'utilisation de sources, c'est-à-dire de personnes, moyennant rétribution ou par idéologie, qui acceptaient donc de donner des informations. Il va sans dire que, comme dans tout travail de renseignement, la fiabilité de ces sources pose un problème. Est-ce que les renseignements obtenus sont précis, utiles, ou est-ce qu'il s'agit tout simplement de racontars, voire pire, d'une tentative de l'adversaire ou du pays cible, donc de transmettre de fausses informations. Parallèlement à ce deuxième bureau, je tiens à rappeler le rôle de la commission des études et expériences chimiques. Alors cet organe, composé de militaires et de civils, de savants civils, est en fait l'héritière des services chimiques de la Grande Guerre, et cet organisme, qui est actif jusqu'en 1939, dirigeait l'ensemble des études portant sur la guerre chimique. Et cette commission joua un rôle d'expertise vis-à-vis des informations obtenues, et dès 1922, elle participa directement à l'orientation du renseignement, en précisant quels étaient les indices à rechercher, quelles étaient les questions à poser aux sources, et quels étaient en fait les efforts géographiques ou techniques à apporter donc dans ce domaine du renseignement. Interdire la guerre chimique, c'est l'un des défis de l'entre-deux-guerres. Alors, l'histoire chronologique est bien connue, avec le traité de Versailles, la commission consultative de la SDN, le traité de Washington qui permit de déboucher sur le protocole de Genève, et ensuite l'échec de la conférence de désarmement. Le protocole de Genève ne signifia pas pour autant la fin de la guerre chimique. Des États d'égalité poursuivent leurs activités de recherche, alors que le secret entourant ces travaux sur la guerre chimique était porté à son paroxysme. Donc d'un côté, une prohibition de la guerre chimique, de l'autre, l'autorisation faite aux pays de préparer la guerre chimique, et donc forcément un durcissement du secret et une attention portée par tous les pays sur les activités des voisins. Par ailleurs, le renseignement
chimique, à travers donc ce secret paroxystique et cette préservation des connaissances et des compétences dans les pays étrangers, devait permettre aussi de préciser la menace adverse afin de couper court aux rumeurs annonçant l'existence d'armes miracles ou imparables chez l'adversaire. Il s'agissait avant tout de lutter contre la propagande qui annonce de nouvelles inventions particulièrement diaboliques, sans jamais donner d'ailleurs la moindre indication sur la nature, et démoralise suffisamment pour causer des ravages avant l'apparition des gaz eux-mêmes. Alors ça, c'est un point intéressant, c'est-à-dire qu'il s'agit non seulement d'essayer de savoir quel est le potentiel adversaire, mais aussi de couper court donc à la propagande, aux fake news, dirait-on aujourd'hui. C'est aussi une constante de la guerre chimique, à savoir jouer sur la propagande, la peur, les fausses rumeurs, soit pour démoraliser l'adversaire potentiel, soit au contraire pour l'orienter sur des pistes qui viendraient à appauvrir ses capacités ou à user donc ses ressources. Et enfin, l'état-major français a constamment cherché à lutter contre les intrusions adverses afin de protéger ses avancées techniques et surtout ne pas dévoiler de faiblesses en matière de protection contre les gaz de combat. Alors ça, la protection du secret, elle était vraie à l'étranger, elle était aussi vraie en France. Sur ce sujet-là, effectivement, beaucoup de travaux étaient protégés, beaucoup de travaux étaient estampillés à l'époque secret ou confidentiel secret. Certains dossiers étaient même traités uniquement à l'oral et non pas laissés de sources écrites. Je vais maintenant aborder successivement donc les 4 pays qui furent les principales cibles du renseignement français de cette époque. Considérée comme à l'origine de la guerre chimique durant la Grande Guerre, ça c'est l'appréciation française, l'Allemagne représenta dès 1918 la menace principale pour l'état-major français. Tout au long de l'entre-deux-guerres, les spécialistes ne cessèrent de surveiller l'activité de l'Allemagne en vue de reconstituer un arsenal prohibé depuis la signature du traité de Versailles. Il apparaissait évident pour la France que l'Allemagne poursuivait des recherches secrètes et qu'elle aurait, en cas de guerre, recours de nouveau à l'arme chimique. Si en 1920, la Commission militaire intérieure de contrôle avait à peu près complètement obtenu la démolition des installations dédiées à la guerre chimique, qui avaient été créées pendant la guerre, son action s'était arrêtée là, car le traité de paix ne permettait pas d'aller plus loin. Il avait donc fallu laisser subsister en Allemagne tout l'outillage qui n'avait pas exclusivement de but militaire, et il n'avait pas été possible d'interdire la fabrication de produits toxiques comme le chlore ou le phogène, car ceux-ci étaient alors d'un emploi courant dans l'industrie, notamment celle de la teinture. Pour la même raison, il fut impossible de supprimer les laboratoires et les organismes de recherche. L'Allemagne se retrouvait donc, dans l'approche française, dans la même situation qu'avant 1914. Son industrie chimique était au moins aussi prospère, et il était à présumer qu'elle préparait, ce qu'elle n'avait pas fait avant 1914, à la mobilisation industrielle de ses usines et de ses laboratoires. En outre, il était tout à fait possible que la recherche chimique, industrielle ou tout simplement fondamentale pouvait donner naissance à de nouveaux composés. La puissance chimique allemande représentait donc toujours, pour l'état-major français, un réel danger. La position française concernant l'appréciation du réarmement chimique allemand n'évolue pas jusqu'en 1939. Pour l'état-major, l'Allemagne se préparait massivement et secrètement à la guerre chimique. Alors, les sources de l'époque étaient intéressantes, puisque, au-delà, donc, effectivement, des informations collectées par des personnes œuvrant contre l'Allemagne, il y a eu l'exploitation de toute une série de sources plus ou moins ouvertes, comme par exemple le catalogue d'exposition industrielle, le catalogue de certaines firmes industrielles, la plus connue étant la société Stolzenberg, ou la récupération plus ou moins ouverte des documents réglementaires allemands, ce que vous pouvez voir à l'image. Par ailleurs, le deuxième bureau fut averti de la coopération secrète germano-soviétique sur la guerre chimique, dans le cadre du programme Tomka. Et le deuxième bureau considéra à ce moment-là que l'Allemagne avait profité en fait des recherches entreprises par les soviétiques, notamment lors d'expérimentations sur le terrain. Bon, en réalité, il semble que les échanges et la coopération germano-soviétique n'aient pas forcément eu toute l'intensité qu'on a bien voulu décrire à l'époque, et les échanges ne furent finalement peut-être pas aussi importants, notamment ce que les soviétiques ont pu récupérer de la part des Allemands.
J'ai évoqué la société Stolzenberg, c'est un point intéressant puisque ce nom revient très souvent, notamment lorsqu'on évoque la guerre du Rif et la production d'armes chimiques par l'Espagne. Stolzenberg, donc entreprise chimique, qui fut créée par un des pionniers de la guerre chimique aux côtés de Fritz Haber, et qui est un petit peu l'incarnation de la première entreprise de prolifération, puisque cette société proposait à ses clients, quel que soit leur pays, non seulement des moyens de protection contre les armes chimiques, mais aussi des moyens de pratiquer la guerre chimique, que ce soit à travers des vecteurs ou la production de certains produits. À partir du début de 1933 et donc la prise de pouvoir d'Adolf Hitler, les informations disponibles continuèrent à montrer l'intérêt appuyé de l'Allemagne pour la préparation de la guerre chimique. Cette tendance ne fit que croître au fur et à mesure du réarmement massif allemand, en dépit des mesures de protection du secret toujours plus strictes. Si le deuxième bureau ne pouvait pas donner un tableau complet de l'importance des recherches, des fabrications et des résultats obtenus, il put néanmoins indiquer les tendances de l'armée allemande en ce qui concernait la guerre des gaz. Même s'il restait très difficile de donner avec précision la forme que pourrait avoir la guerre chimique du futur. La littérature technique allemande suggérait l'emploi massif des moyens de guerre chimique, à l'instar de la concentration des efforts, chère à l'état-major allemand et à sa doctrine. L'analyse de la puissance militaire allemande conduisit régulièrement à une surévaluation du potentiel militaire allemand. Cette prudence stratégique imprégna l'ensemble de l'état-major des armées, et pas uniquement sur les questions de guerre chimique, la surestimation devant permettre peut-être d'éviter, inconsciemment sans doute, une douloureuse surprise en cas de conflit. Le deuxième bureau considéra ainsi que l'industrie allemande était entièrement mobilisée à partir de 1936, ce qui n'était pas le cas, et notamment pour l'industrie chimique. En outre, cette approche était renforcée en permanence par la conviction que l'Allemagne préparait secrètement, depuis 1918, la guerre des gaz modernisés. Identifiée comme une menace par la plupart des pays occidentaux dès 1918, la Russie bolchevique attira naturellement l'attention des services de renseignement. En matière de guerre chimique, la Russie souffrit durant la Grande Guerre de sa faiblesse industrielle et les troupes russes furent davantage exposées aux effets des gaz que les autres belligérants. Cet enseignement ne fut pas oublié par les bolcheviks qui consacrèrent très vite un effort significatif au développement des capacités offensives et défensives. La difficulté majeure pour le deuxième bureau et les autres services étrangers fut de pouvoir disposer de sources de valeur dans un pays marqué par la crainte permanente de l'espionnage. Au fur et à mesure de la collecte des indices et de leur exploitation, il apparut que la Russie préparait activement tous les aspects de la guerre chimique, bien que les informations recueillies restaient souvent parcellaires ou apparemment insignifiantes. Néanmoins, parfois, les sources permettaient d'obtenir de véritables trésors en matière de renseignement, tels que l'organigramme qui est présenté au centre de cette diapositive et qui reconstitue pratiquement intégralement l'organisation générale des services de guerre chimique en URSS au début des années 30. Ce qui, pour un pays aussi fermé et aussi protégé, représente quand même un bel exploit. Du fait de l'isolement de l'URSS, il était particulièrement difficile d'apprécier la véritable puissance de son industrie chimique. Début 1931, le deuxième bureau considérait que, dorénavant, l'URSS disposait d'une réelle capacité offensive en matière de guerre chimique et que l'achèvement du plan quinquennal en cours lui permettait alors de disposer d'une capacité de production considérable de substances toxiques. Comme pour d'autres domaines, l'évaluation par l'état-major de l'armée des capacités soviétiques de guerre chimique demeurait imprécise, même si la diversité et le gigantisme des moyens mis en œuvre n'avaient pas échappé aux services de renseignement. Mais là encore, l'efficacité réelle de cet ensemble impressionnant restait à confirmer. La difficulté d'obtention du renseignement et l'opacité du système soviétique rendaient toutefois difficile la juste évaluation du potentiel militaire de l'URSS et surtout d'apprécier son intention réelle quant à l'emploi de l'arme chimique, l'URSS étant par ailleurs signataire du protocole de Genève. En tout état de cause, les mesures soviétiques semblent avoir été particulièrement efficaces en matière de protection du secret, car aucun pays ne semble avoir été capable d'avoir une vision détaillée de l'effort soviétique de préparation de la guerre chimique avant 1939. Même l'Allemagne, en dépit d'une coopération très étroite dans ce domaine. Durant l'entre-deux-guerres, l'activité italienne en matière de guerre chimique fut très importante. En effet, ce pays, aux ressources industrielles limitées durant la Grande Guerre, fut particulièrement vulnérable aux armes chimiques. Consciente de ses faiblesses,
l'armée italienne chercha rapidement à en tirer les leçons afin de réduire au plus vite ses lacunes. La France put initialement obtenir assez facilement la copie des règlements et textes officiels italiens, ce qui permit d'appréhender avec beaucoup de justesse l'état d'avancement des travaux et la doctrine retenue. Début des années 20, les relations entre l'état-major français et l'état-major italien étaient plutôt bonnes. L'évolution de la préparation de la guerre chimique en Italie fut suivie avec beaucoup d'intérêt en France et elle fit l'objet de notes très régulières de la part du deuxième bureau. On peut soupçonner très largement l'existence de nombreuses sources en Italie. En décembre 1933, un document de synthèse indiquait que, pendant les dernières années, l'Italie avait apporté toute son attention à la guerre chimique, non seulement dans l'armée de terre, mais aussi dans la marine et les forces aériennes. Par ailleurs, l'intervention militaire italienne en Éthiopie et les rumeurs d'emploi de l'arme chimique amenèrent naturellement le deuxième bureau à tenter d'obtenir des précisions irréfutables, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Néanmoins, certaines photographies, comme celle qui figure sur la première ligne de cette diapositive, montrent bien le service de guerre chimique italien déployé, en l'occurrence en Libye, mais à proximité donc du théâtre éthiopien. Les services de renseignement français réussirent à déterminer la plupart des capacités chimiques de l'Italie, à la différence de ce qui puisse se faire en Allemagne ou en URSS. Un travail intensif de collecte et d'exploitation des informations permit de dresser en 1939 un tableau précis des moyens disponibles, tant sur la frontière du sud-est de la France qu'en Afrique du Nord. Même si la position politique de l'Italie demeurait incertaine à l'été 1939, le potentiel chimique de ce pays ne pouvait être ignoré, d'autant plus qu'il avait récemment employé les gaz de combat sous leurs formes les plus modernes. Concernant le Japon, la collecte de renseignements fut limitée à la fois par un certain manque d'intérêt de la France et des ressources donc allouées, notamment dans le cadre de la mission militaire présente à Tokyo, mais surtout par les mesures extrêmement contraignantes de protection du secret au Japon. Il est clair que pour l'armée japonaise, il était quasiment interdit et quasiment impossible de transmettre, de communiquer des détails aussi anodins que des emplois du temps, l'horaire du réveil d'une caserne, à des officiels étrangers, fut-il attachés militaires. C'est quelque chose d'assez étonnant, mais qui montre bien une forme de paranoïa au Japon et surtout la volonté de protéger, pas uniquement les activités de guerre chimique, mais l'ensemble de leurs activités de préparation d'un futur conflit. Donc, en l'absence d'un adjoint dédié, la collecte de renseignements menée par l'attaché militaire à Tokyo s'appuya presque exclusivement sur les sources ouvertes et donc forcément d'intérêt militaire. La faiblesse des moyens, un intérêt relatif et le culte du secret poussé à l'extrême limitaient ainsi la capacité de l'état-major de l'armée à apprécier à sa juste valeur l'effort japonais en matière de préparation de la guerre chimique dans l'entre-deux-guerres. Alors, juste une illustration de ce culte du secret au Japon, la photographie donc présentée au bas de cette diapositive, qui présente une des parties d'une usine de production d'armes chimiques dans l'île d'Okunoshima. Eh bien, cette île fut déclarée secrète par le gouvernement japonais et fut tout simplement rayée des cartes. L'état-major de l'armée, prenant en compte la menace chimique à la lumière de l'expérience du premier conflit mondial, mais aussi de l'évolution technique, développa une doctrine générale de défense chimique devant permettre la poursuite du combat en dépit d'une agression chimique. Considérant que même la Société des Nations avait déclaré qu'il n'était pas possible d'interdire ou de contrôler les recherches concernant les gaz, il fallait donc prévoir la guerre chimique et s'y préparer. La France devait donc faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l'arme chimique ne soit pas utilisée, mais avoir une armée capable de résister à une attaque chimique. Les dispositions tactiques relatives à la protection devaient reposer sur l'application des principes généraux de sûreté, organisation de la recherche du renseignement, de sa transmission et de son exploitation, déploiement adapté des troupes en fonction de la menace. Le renseignement était donc un élément déterminant dans la préservation de la sûreté et de la liberté d'action du chef. La question de la fortification permanente des frontières se posant dès la fin de la Grande Guerre, elle amena la construction à partir de 1929 d'une série d'ouvrages fortifiés le long de la frontière allemande et italienne. Cet ensemble est plus connu sous le vocable de ligne Maginot. Cet ensemble de fortifications repose, entre autres, sur le soin apporté à la protection du personnel face aux conditions du combat moderne. Et à ce titre, la protection contre les gaz de combat
fit l'objet d'un soin tout particulier. Le corpus réglementaire de l'armée de terre intégrait quant à lui la défense contre les gaz de combat. Le personnel était formé, chaque manuel d'instruction ou d'emploi prévoyait un chapitre portant sur cette défense contre les gaz de combat. L'accent fut notamment mis sur la nécessité d'une instruction rigoureuse et l'application permanente de consignes strictes afin d'éviter toute surprise. Je cite, « Toute troupe doit en tout temps et en tout lieu se protéger contre les surprises terrestres et contre les gaz de combat. » Il est intéressant de signaler que cet effort porté dans l'armée de terre fut aussi mené à l'identique dans la marine et dans l'armée de l'air naissante. Donc, la crainte et le risque d'une attaque chimique étaient réellement pris en compte dans la préparation d'un conflit en France. Alors, quels enseignements avec l'arrêté de la guerre chimique? L'arrêté de la guerre chimique, donc, porté par la guerre du Rif, l'intervention italienne en Éthiopie et le conflit sino-japonais. L'arme chimique fut considérée pendant l'entre-deux-guerres comme un moyen de combat moderne et dont les possibilités d'emploi pouvaient être multipliées par le recours à la surprise technique. Toutefois, l'emploi de l'arme chimique en Russie vers 1919-1920 ou par l'Espagne pendant la guerre du Rif n'avait pas permis d'obtenir des résultats déterminants. Si les théoriciens de la guerre chimique, soutenus en cela par une opinion publique craintive, imaginaient une arme redoutable et efficace au point d'en faire le modèle par excellence de l'arme du futur, les conflits de la fin des années 30 amènent quand même à moduler cette appréciation. L'invasion italienne de l'Éthiopie montra les capacités de l'armée italienne et l'efficacité de l'arme chimique, mais contre un adversaire dépourvu de capacités de protection et surtout dépourvu de capacités de riposte. Pour l'état-major français, au-delà de la confirmation des capacités chimiques italiennes, l'emploi des gaz de combat dans les opérations de 35-36 s'inscrivait davantage dans le cadre d'un conflit colonial que dans la préfiguration d'une guerre en Europe. Dès le début de son intervention militaire en Chine à l'été 37, l'armée japonaise employa un large éventail d'agents chimiques de guerre. Dans l'état actuel des recherches, il ne semble pas que l'emploi de l'arme chimique en Chine par les troupes japonaises ait provoqué un intérêt majeur au sein de l'état-major de l'armée. Aucun renforcement significatif des capacités de protection n'étant signalé en Indochine. À cette époque, l'effort militaire français étant délibérément tourné vers l'Allemagne. Durant la guerre d'Espagne, la menace chimique fut prise au sérieux par les deux camps, imposant un réel effort dans la préparation des mesures de protection pour les combattants, mais aussi la population. Mais l'emploi de l'arme chimique ne fut pas avéré. En matière d'armes nouvelles héritées de la Grande Guerre, la guerre d'Espagne voyait le triomphe de l'aviation et du char d'assaut, mais pas des gaz de combat. Pour montrer une nouvelle fois l'intérêt porté par l'état-major français au risque d'une attaque chimique surprise, le 24 juin 1939, le directeur de l'artillerie signala au chef d'état-major général les possibilités de rupture des fronts fortifiés par l'emploi de vagues de gaz toxiques, un petit peu à l'instar des attaques par vagues dérivantes menées durant la Grande Guerre. Le général Gamelin attacha la plus grande importance à cette information et demanda à l'état-major de l'armée d'étudier cette question afin de définir une parade. Donc, on le devine un petit peu sur les cartes avec un trait plus soutenu indiquant les zones potentiellement susceptibles d'être attaquées par des vagues dérivantes, que ce soit sur la frontière allemande ou la frontière italienne. Et dès le 27 juin 1939, donc finalement 3 jours après, l'état-major de l'armée indiqua à la direction de la défense passive que l'éventualité d'une attaque brusque par gaz émis sous la forme de vagues toxiques sur la ligne fortifiée ne devait pas être exclue. Et en raison d'une portée possible de 50 km en cas de conditions favorables, ce qui correspond aux abacs établis durant la Grande Guerre, les populations civiles situées au voisinage et en arrière de la ligne étaient par conséquent menacées. Donc là, imbrication entre le risque militaire et les conséquences pour la population civile. Cette attaque n'eut pas lieu, mais il est intéressant de souligner qu'au début de 1945, lorsque la première armée française franchit le Rhin et entra en Allemagne, les services chimiques de la première armée française recherchèrent sur les berges du Rhin les éventuels ouvrages du Westwall, ou la ligne Siegfried, qui avaient été susceptibles ou qui auraient été susceptibles de permettre l'emploi d'un tel moyen d'attaque. Bon, leurs recherches furent vaines. Pour conclure, marqué par la surprise de l'emploi des gaz de combat lors de la Grande Guerre, mais aussi convaincu de leur efficacité,
La ligne de conduite de l'état-major de l'armée reposa sur la nécessité absolue d'éviter une surprise similaire à celle d'avril 1915. Au état-major français, l'Allemagne incarna naturellement la menace principale. Dès 1919, les services français se sont intéressés aux capacités de guerre chimique résiduelles, puis à leur éventuelle renaissance. Cet effort s'est maintenu sans discontinuer jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement, la France s'intéressa dès 1923 aux capacités naissantes en URSS et en Italie. Enfin, le Japon fit l'objet d'attention à partir de 1926. En matière de renseignements portant sur la guerre chimique, il convient de remarquer que les difficultés généralement rencontrées pour obtenir des informations très confidentielles et bien protégées pouvaient favoriser la tendance à une certaine exagération de l'analyse. Il ne semble d'ailleurs pas que l'Allemagne, l'URSS, l'Italie ou le Japon aient alors cherché, dans ce domaine, à intoxiquer systématiquement les services de renseignement étrangers. Les mesures de protection du secret couvrant les activités de guerre chimique étant généralement suffisamment pesantes et contraignantes pour être efficaces. La puissance de l'industrie chimique allemande, la détermination affichée de l'Italie dans l'emploi des gaz de combat et le caractère massif et secret des activités soviétiques purent entraîner naturellement une exagération et une surreprésentation des renseignements disponibles. La confrontation de données historiques et leur exploitation a posteriori demandent d'éviter les conclusions trop abruptes pour souligner l'excellence ou l'incompétence des services de renseignement de l'époque. D'ailleurs, un renseignement complet, recoupé, confirmé, bref, absolu et certain, est un idéal rarement atteint. Ou alors sous la forme d'une donnée historique, c'est-à-dire bien après l'événement et sans aucune urgence opérationnelle. Si la planification est la clé d'une défense chimique efficace, seule la mise en place d'un système de renseignement robuste allié à une capacité d'expertise technico-opérationnelle permet d'évaluer la menace ennemie. Ayant conservé les leçons durement acquises du premier conflit mondial, l'état-major de l'armée a cherché durant l'entre-deux-guerres à caractériser la menace chimique représentée par les adversaires les plus probables. Cette analyse a directement orienté l'ensemble des travaux capacitaires et a ainsi contribué à la mise en place d'une défense chimique qui, si elle n'était pas imparable, devait permettre aux unités de faire face à un éventuel emploi des gaz de combat sur le champ de bataille. Alors, au-delà de cet enseignement historique, qui conserve toute sa pertinence aujourd'hui, peut aussi se poser la question de l'exploitation des archives disponibles portant sur des sujets apparemment obsolètes ou dépassés. Pourtant, des informations techniques isolées, parcellaires et en apparence peuvent, une fois rassemblées et correctement analysées, conduire à l'obtention de données sensibles directement utilisables, permettant une prolifération par des acteurs, notamment non étatiques, mais pas que non étatiques. En ce sens, les archives ne servent pas seulement à comprendre l'histoire, mais elles servent aussi à se préparer aux défis à venir. Et la protection des archives concernant la guerre chimique contribue ainsi directement à la sécurité de la collectivité. Alors, je répondrai naturellement à vos questions à l'issue de ce panel, mais je tenais quand même à faire part de cette citation qui a maintenant un siècle et qui résume en elle-même finalement toute la question de la caractérisation, de l'appréciation de la menace chimique. Tout l'art de la guerre chimique consiste à tenter de créer la surprise et de s'assurer un avantage décisif en utilisant une forme d'arme chimique contre laquelle l'ennemi n'est pas préparé et n'est pas protégé. Je vous remercie de votre attention.